dont nous espérons que vous avez pu le lire en amont de ce mercredi après-midi. Pour l'instant, il n'est pas accessible sur Eduscol, puisque la Direction générale de l'enseignement scolaire est apparemment surchargée par l'élaboration et la mise en page de ressources. Et donc, il est dans un bureau, enfin, il est en cours d'élaboration, sa mise en forme est en cours d'élaboration à la DGESCO. Il sera tout prochainement publié sur Eduscol, ainsi qu'un entretien sur l'autre œuvre contemporaine du couple inscrite au programme limitatif pour ce qui concerne le grec, et je veux parler de la Servante écarlate. Un entretien avec notre collègue Thierry Guater, qui est inspecteur général, mais qui, avant d'être inspecteur général, enseignait l'anglais à l'université et avait eu l'occasion d'enseigner la Servante écarlate à ses étudiants. Donc, il nous a semblé tout à fait pertinent de le solliciter dans cette perspective. Nos œuvres, pour ce qui nous concerne cet après-midi, c'est-à-dire la Médée de Sénèque et Manhattan Medea de D.A. Lower, sont inscrites donc au programme limitatif de LLCA, valable pour 2 années scolaires, celle qui a commencé et celle qui la suivra 2025-2026. Comme vous le savez, l'objectif, c'est dans ce programme de confronter constamment une œuvre antique et une œuvre moderne et contemporaine, avec un choix qui a été commun au sein de notre groupe d'inspecteurs généraux de lettres classiques, de tendre les rapports, du moins du point de vue des époques, le plus souvent donc entre une œuvre antique et une œuvre contemporaine. Pour notre couple d'œuvres, son étude donc s'inscrit dans l'objet d'étude L'homme, le monde, le destin, et dans le sous-ensemble Mythe et théâtre, héros et famille maudite. Et c'est dans cette perspective, évidemment, que nous allons discuter avec M. Le Guerneri de Manhattan Medea. Une précision par ailleurs, la Médée de Sénèque sera l'œuvre phare au cœur des rendez-vous de l'Antiquité de Lyon 2025. Et donc, y seront consacrées des conférences, des tables rondes, des masterclass, des ateliers. Alors pour ce qui concerne les conférences, les tables rondes et les masterclass, nous nous attacherons à les enregistrer, à les capter et à mettre en ligne leur captation sur Eduscol, nous espérons avec un peu plus de rapidité que notre entretien avec M. Le Guerneri, que nous attendons encore. Un petit mot simplement pour compléter l'organisation, pour dire à nos collègues et à vous, cher Youn Le Guerneri, que je devrais quitter cette réunion pour des raisons tout à fait indépendantes de ma volonté d'ici 1 heure. Sachez que je le regrette déjà et que j'écouterai moi aussi avec intérêt la fin de l'enregistrement qui est donc lancé. Il s'agit donc cet après-midi de nous tourner vers l'œuvre contemporaine proposée en confrontation avec la Médée de Sénèque, donc Manhattan Medea de D.A. Lower. Cette œuvre nous a paru peut-être moins connue en France, ce qui nous a semblé justifier d'y consacrer un temps de réflexion spécifique. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers vous, Youn Le Guerneri, dont la thèse a justement porté sur l'œuvre de cette dramaturge allemande contemporaine, afin de bénéficier de votre regard, de vos analyses qui pourront nourrir notamment notre approche comparée avec la Médée de Sénèque. Vous êtes agrégé d'allemand, chercheur associé en art du spectacle au laboratoire Art, Histoire des arts et des représentations de l'Université Paris-Nanterre, et auteur d'une thèse en études théâtrales de la même université portant sur la représentation du corps dans l'œuvre de la dramaturge allemande contemporaine D.A. Loher. Vous enseignez à cette rentrée l'allemand au lycée, après avoir enseigné pendant plusieurs années les études théâtrales à l'Université Paris-Nanterre, et plus généralement, votre recherche porte sur les écritures germanophones contemporaines. Vous êtes par ailleurs également cofondateur de la compagnie Indigo Flamingo. Vous avez dans ce cadre notamment mis en scène la pièce pour marionnettes Eugen de Tancred Dorst, dont vous avez également signé la traduction. Membre lecteur du comité Eurodrame rattaché à la Maison d'Europe et d'Orient, vous vous intéressez tout particulièrement à la traduction et à la circulation des écritures théâtrales contemporaines à l'échelle européenne. Vous avez donc déjà eu la gentillesse de nous accorder un entretien. David Baudouin l'a rappelé. Nous espérons que
le plus possible des collègues présents ont eu accès à la version de travail que nous avons fait circuler dans l'attente qu'elle soit publiée sur Eduscol. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, nous en sommes certains, le feront avec plaisir et intérêt. Vous y aviez déjà abordé des questions autour de la réécriture du mythe, la famille et le destin, la figure de la femme et de la mère, la dramaturgie et les enjeux de mise en scène. Nous pourrons, chers collègues, revenir sur ces points, soit parce que vous n'auriez pas encore eu accès à cet entretien, soit parce que vous auriez des questions complémentaires, si vous en éprouviez le besoin au moment des échanges. Mais pour le moment, place aux questions et place à vous. Monsieur Le Guerrieri, j'engage donc notre entretien et vous remercie encore très sincèrement de la part de ma collègue Christine Darnaud et de moi-même, ainsi que de tous les collègues qui sont en ligne pour votre disponibilité et pour cette proposition que vous nous avez faite de nous faire part de votre expertise sur cette autrice qui est au cœur de vos recherches. Est-ce que vous pourriez, parce que nous ne savons pas exactement si les quelques 58 participants en ligne cet après-midi ont eu accès au premier entretien, est-ce que vous pourriez rapidement brosser le portrait de la dramaturge Dea Loer et de son théâtre? Oui, alors merci pour cette proposition également. Je me dis que si vous avez le PDF, peut-être c'est possible de le mettre dans la discussion aussi, que les collègues qui ne l'auraient pas eu puissent en profiter pour le récupérer. Moi, du coup, je suis spécialiste de Dea Loer, mais pas de Sénèque. Mais donc, je me concentrerai sur Dea Loer et sur la partie contemporaine donc, de votre programme. Pour situer un petit peu Dea Loer aussi en termes sur l'ensemble de son œuvre, et pour que vous ayez peut-être aussi un peu une idée de l'ampleur de cette dramaturge, parce que en fait, il y a 5 pièces qui sont traduites et publiées en français, mais c'est une autrice de théâtre qui, entre 91 et 2020, a écrit 28 pièces de théâtre, et non pas 5, dont une pièce pour enfants qui s'appelle Ours dans l'univers, et 2 livrets d'opéra qui s'appellent Ne pleure pas, chante et Diadochi à l'infini, qui ont été composés pour une musique de Michael Wertmüller. Et donc parmi ces 13 pièces, il y en a, parmi ces 28 pièces, il y en a 13 qui ont été mises en scène, créées par Andreas Kriegenborg, qui est un peu le metteur en scène avec lequel Dea Loer a travaillé au long cours et avec lequel elle a créé une vraie relation fructueuse de travail. Et toujours parmi ces 28 pièces, il y en a aussi 18 qui ont été représentées dans un théâtre dirigé par Ulrich Kuhn en Allemagne. Je mentionne ces 2 faits pour souligner aussi à quel point Dea Loer construit tout au long de sa carrière des relations de travail pérennes avec, avec des collaborateurs, que ce soit donc Andreas Kriegenborg pour la mise en scène, Ulrich Kuhn pour la direction de théâtre et la programmation, et pour ce qui va nous intéresser plus particulièrement, Laurent Mühlhausen, qui est son traducteur français, qui a traduit presque l'intégralité de ses pièces et qui a joué un rôle très important dans la diffusion et l'arrivée du théâtre de Dea Loer en France, même si on y reviendra peut-être, et je le développe un peu plus précisément aussi dans l'interview. Malgré tout, l'arrivée de Dea Loer en France reste relativement limitée par rapport à la reconnaissance dont elle jouit en Allemagne et dans l'ère germanophone, et même plus généralement la manière dont elle rayonne à l'échelle internationale, puisque là, par exemple, la dernière pièce qu'elle a écrite, donc sa 29e pièce, qu'elle a donc écrite l'année dernière et qui est publiée là en septembre 2024, qui s'appelle Madame Yamamoto est encore là. Donc après presque une pause de 10 ans, elle écrit enfin une nouvelle pièce, et cette nouvelle pièce a été représentée simultanément à Zurich dans une mise en scène de Jette Steckel, et à Tokyo dans une mise en scène de Yoshinori Koke. Donc voilà, une nouvelle pièce, elle est tout de suite représentée aussi à Tokyo. Pour revenir un peu plus précisément sur donc ça c'était un peu sur les questions pour vous donner un peu en quelques chiffres aussi une certaine idée de l'ampleur de son œuvre et de sa production. Mais pour revenir sur des questions un peu plus bibliographiques,
Dehallower, qui habite aujourd'hui à Berlin, est née en 1964 dans le petit village de Traunstein en Haute-Bavière, d'un père garde-chasse et d'une mère juriste. Elle est donc issue d'un milieu rural, modeste, pas prolétaire, mais pas particulièrement favorisé non plus, et un milieu peu tourné vers la littérature, mais imprégné de culture catholique. Elle raconte souvent que chez elle, il n'y avait pas de bibliothèque, mais une armoire à fusil, et qu'elle pouvait se lever le matin et trouver dans la baignoire un cerf en train d'être saigné. Ça pose le décor et ça explique aussi peut-être son rapport au corps de chair et même à la dimension presque de viande qu'on peut retrouver dans le corps. Je l'évoquerai aussi à un moment. Juste petit point aussi sur ce milieu catholique, c'est quelque chose qui revient. Cette culture catholique dont elle est imprégnée à de nombreuses reprises dans différentes pièces. Peut-être pour citer un exemple dans une pièce qui est pour le coup publiée en français, il y a par exemple dans la pièce Les relations de Claire une longue tirade sur la différence entre Judas Iscariote et Judas Thaddée, où j'imagine que ça peut être aussi peut-être un souvenir d'enfance, de confrontation à la religion. En tout cas, c'est quelque chose qui est présent dans sa culture personnelle, etc., même si toutes les occurrences ne sont pas aussi explicites que ce qu'il peut y avoir, par exemple, dans cette pièce Les relations de Claire. C'est donc ce milieu dans lequel elle grandit, un milieu qu'elle décrit volontiers comme brutal, violent, bigot, et donc elle va se dépêcher d'en partir pour d'abord faire des études de littérature, de linguistique allemande et de philosophie à l'université de Munich. Un premier cursus qui ne l'emballe pas particulièrement et qu'elle considère comme assez inhibant pour qui se destine à la littérature. Elle considère qu'il est plus intéressant quand on cherche à être écrivain ou écrivaine d'ouvrir plutôt ses horizons. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va faire en voyageant et en résidant dans d'autres pays. Elle va de manière générale plutôt fustiger ce qu'elle considère comme la littérature nombriliste et qui ne s'intéresse que à ces écrivains qui ne savent plus comment écrire. Bon, malgré tout, Dehallower reste une autrice très cultivée et très consciente de la tradition et littéraire et théâtrale dans laquelle elle s'inscrit et qu'elle mobilise volontiers, avec une grande modestie, une grande discrétion. Les références dans ses pièces sont nombreuses, mais souvent assez discrètes, et ça ne fonctionne jamais comme des pièces à clé. Il n'y a pas besoin absolument de pouvoir identifier telle ou telle référence pour comprendre le sens de la pièce, même si bien sûr, les identifier et les reconnaître permet d'approfondir l'analyse, mais le fait de ne pas le faire ne va pas être quelque chose qui entrave vraiment la compréhension de la pièce. C'est à cet endroit aussi que je parle de modestie. Oui, pour cette idée par rapport à cette idée d'élargir ses horizons, dans l'un des très rares textes théoriques qu'écrit Dehallower, qui s'appelle Sur le théâtre politique et la réalité en 5 minutes et demie et 11 phrases. Tout est dans le titre, elle n'aime pas faire des longs textes théoriques, elle considère que... Elle est frileuse par rapport à ça parce qu'elle a peur que ce qu'elle affirmerait à un moment soit rendu obsolète par des productions ultérieures, etc. Et elle a un peu cette idée que son œuvre se suffit à elle-même, en tout cas qu'elle suffit à expliquer et qu'il n'y a pas besoin de sans cesse produire un appareillage théorique par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je disais, tout est dans le titre, elle a accepté d'écrire un petit texte sur le théâtre politique parce que c'est une question qu'on lui pose sans cesse, c'est une question qui l'embête, et donc elle a accepté d'y répondre parce que ça pouvait être bref et pour pouvoir se référer à ce texte à chaque fois qu'on lui poserait la question et ne plus avoir jamais à y répondre. Donc, dans ce texte qui s'appelle Sur le théâtre politique et la réalité en 5 minutes et demie et 11 phrases, elle défend l'idée que la vraie littérature qui compte devra être faite, sera faite à l'avenir par celles et ceux qui circulent entre les mondes,
par les migrants au sens large du terme, par celles et ceux qui sont capables de circuler entre des réalités hétérogènes, et que c'est cette richesse d'expérience qui peut être le terreau d'une vraie écriture politique qui ait un vrai sens politique. Ce directeur de théâtre qui l'a découverte et qui l'a accompagnée tout au long de sa carrière, Ulrich Kuhn, la qualifie donc d'autrice mondiale, à la fois parce qu'elle est jouée dans le monde entier, mais aussi parce qu'elle nourrit ses pièces des expériences qu'elle fait et des personnes et des vies et des personnes qu'elle rencontre au cours de ses nombreux voyages. Les différentes personnes que j'ai pu interviewer dans le cours de ma thèse parlent toujours de Delaware comme une personne qui, alors qu'elle est très timide, se trouve toujours à l'aise partout et partout à l'étranger. C'est aussi une personne qui a un intérêt insatiable et extrêmement sincère pour les autres, les histoires, les réalités des gens qu'elle rencontre. Elle a donc séjourné pendant 1 an au Brésil à la fin de ses études à l'université de Munich et avant son inscription dans le cursus d'écriture scénique de Berlin. Elle a aussi fait une résidence en Afghanistan. Là, elle a passé du temps au Japon pour l'écriture de sa dernière pièce et là, pendant les répétitions. Elle a beaucoup été en Pologne. Enfin, c'est une autrice qui voyage et c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans ses pièces, dans les différentes thématiques, dans les personnages qu'elle met en scène, etc. Et donc, cette volonté de se confronter avec ce qui n'est pas familier est vraiment au cœur de la conception du théâtre de Lohr, de sa posture aussi d'autrice, des thématiques qu'elle aborde. Et pour elle, ce qui est très important dans le rapport entre la scène et le texte, c'est cette idée que le texte va être un texte qui ne brosse pas le théâtre dans le sens du poil, mais qui au contraire lui résiste. Et pour elle, c'est à cet endroit de la friction entre un texte et l'univers d'un metteur en scène et les exigences spécifiques de la scène que se trouve ce qui est véritablement intéressant dans l'art du théâtre. Pour revenir un peu à la question, pour rattacher ça à la question de la pièce Manhattan Medea, le parcours migratoire de Médée et Jason dans la pièce Manhattan Medea est aussi la mise en scène de personnages qui circulent entre les mondes, puisqu'ils passent de l'Europe à l'Amérique, entre eux aussi les milieux sociaux. Sweet Shop Boss, par exemple, vient d'une origine plutôt modeste et évolue ensuite au moment de la pièce dans les hautes sphères de la société new-yorkaise. Ce sont donc en fait presque tous des personnages qui circulent entre les mondes, justement. Pour l'anecdote, si on veut, le parcours migratoire de Médée et Jason a en fait des origines aussi biographiques, puisque D.A. Lohr a envisagé à un moment de sa vie d'émigrer aux États-Unis avec un homme avec qui elle était en relation et qui était macédonien et ne pouvait plus habiter en Allemagne faute de visa. Bon, à la fois D.A. Lohr raconte cette anecdote pour éclairer certaines choses de sa pièce. De manière générale, D.A. Lohr ne parle de sa vie que à l'endroit où elle estime que ça dit quelque chose ou que ça permet de mieux comprendre quelque chose de sa pièce. Elle est de manière générale très discrète sur sa vie privée, tout en disant en même temps que, en fait, ça n'est pas intéressant vraiment de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, et que, en fait, finalement, presque tout a un fondement réel et en même temps, tout est inventé. Donc voilà, je mentionne cette anecdote, mais elle est aussi à prendre pour ce qu'elle est, une anecdote. Pour revenir plus précisément à son parcours d'autrice, donc c'est en 1990, quand elle revient du Brésil, que D.A. Lohr intègre la première promotion du cursus d'écriture scénique de la Haute École des Arts de Berlin, un cursus qui est à cette époque-là co-dirigé par Heiner Müller, Jaak Karlsonke et Tancred Dorst.
C'est parmi ces trois mentors, Heiner Müller, qui est de loin celui qui l'a le plus marqué en tant que jeune autrice. Et donc elle rentre dans ce cursus en 1990. Dès 1991, elle reçoit pour sa première pièce, L'Espace d'Olga, le prix de l'œuvre dramatique de la Volksbühne de Hambourg. Et à partir de ce moment-là, ces pièces sont très régulièrement montées, récompensées par des prix. Dès 1995, elle rencontre donc, grâce à Ulrich Kuhn, qui lui a commandé une première pièce en 1993. Donc en fait, quasiment tout de suite, elle rencontre Ulrich Kuhn, qui trouve sa dramaturgie intéressante et qui va la soutenir. Et donc 2 ans après la rencontre avec Ulrich Kuhn, en 1995, elle rencontre Andreas Kriegenburg, qui est vraiment ce metteur en scène avec lequel elle va avoir une collaboration au long cours. En gros, la collaboration est vraiment active dans le sens où il monte presque toujours le premier, ses nouvelles pièces, et ce jusqu'en 2012, avec sa mise en scène au Deutsches Theater de la pièce Au Lac Noir. Après ça, il a un peu arrêté, et en même temps, sa production à elle s'est aussi très largement ralentie, voire interrompue. Et c'est un metteur en scène qui a compris, en tout cas qui a trouvé une manière de montrer les textes des Halloir qui fonctionnent, puisque je le disais, ce qui l'intéresse, c'est les frictions entre le texte et la scène. Et à mon sens, les pièces de Halloir sont très difficiles à mettre en scène. Faire une mise en scène réussie d'une pièce de Halloir, en tout cas de ce que j'ai pu voir de captation ou de pièces, c'est pas du tout évident. Mais avec Andreas Kriegenburg, elle a trouvé un peu son metteur en scène idéal. Tout ça un petit peu pour vous donner aussi la mesure de l'importance de D. Halloir dans le champ du théâtre et des études théâtrales en Allemagne. Elle est représentée sur les grandes scènes en Allemagne, en Europe et dans le monde. Son succès est reconnu à la fois par les professionnels du théâtre, par la presse, par le public. Elle a été récompensée à la fois par des prix de théâtre et par des prix de littérature, ce qui montre aussi qu'elle est, aussi intéressante du point de vue littéraire, même si évidemment il ne faudrait pas la limiter à cela. Et elle a été donc récompensée par des prix à la fois pour des pièces en particulier et pour l'ensemble de son œuvre. C'est donc vraiment ce qu'on peut appeler une autrice accomplie, établie, dont le succès reste. Il faut aussi avoir en tête que l'Allemagne est beaucoup plus friande que la France de nouvelles pièces, de nouveaux textes, de nouveaux auteurs. Il va y avoir une recherche systématique de la nouveauté dans les textes, alors que peut-être en France, on a moins cette faim de nouveaux textes. Mais le revers de cette médaille, c'est que c'est parfois difficile pour des textes d'avoir d'avoir des nouvelles mises en scène après la première mise en scène du texte. Or, des Halloir n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Ces pièces sont montées, remontées, et elles durent dans le temps en Allemagne, et elles continuent à être montées dans des grandes maisons. De même, ces pièces ont été éditées en Allemagne dans une maison d'édition spécialisée dans le théâtre, à savoir le Verlag der Autoren, mais aussi certaines de ces pièces ont été publiées dans une maison d'édition qui est plus littéraire, à savoir Wallenstein Verlag. Donc tout ça pour dire qu'à la fois dans le monde du théâtre et dans une verse plus littéraire, c'est une autrice qui bénéficie d'une très large reconnaissance. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions, ou je continue sur cette présentation qui est peut-être un peu massive, mais il me reste ensuite des questions un peu thématiques et de spécificité dramaturgique, et après j'en ai fini avec cette présentation, mais si vous voulez faire une petite pause question, on peut aussi se saisir de l'occasion. Bon, je continue alors. Donc d'un point de vue thématique, disons, pour vous donner à nouveau une forme de panorama sur l'ensemble de l'œuvre, de manière générale, elle va aborder quelques grandes thématiques
qui vont, d'une pièce à l'autre, être traités sous différents angles. La question de l'individu, et donc plus spécifiquement du sujet face à la société, est au cœur de toute sa démarche dramatique. En ce sens, elle se rattache à la tendance des auteurs et autrices du drame social. Horvath est un modèle pour elle dont elle se revendique explicitement, par exemple. Et donc, dans cette veine-là, elle envisage les personnages comme des individus, autrement dit des êtres sociaux, qui possèdent une individualité qui va au-delà du simple type social et aussi du type théâtral. Ce qui est par exemple assez manifeste dans le traitement du personnage de Médée, il me semble. Et donc ces personnages sont porteurs d'une identité riche et complexe. Et même si cette identité se trouve souvent mise en question sur le plan fictionnel, puisque de nombreux personnages de l'œuvre vont traverser des crises existentielles, etc., des crises identitaires, vont remettre qui ils sont en question, sur le plan structurel et dramaturgique, cette notion de personnage et d'identité du personnage conserve une vraie cohérence. Ce n'est donc pas une dramaturgie qui va déconstruire la notion de personnage, comme ça peut être le cas dans un certain nombre de dramaturgies contemporaines, par exemple. Je pense aux pièces récentes de Elfriede Jelinek, par exemple, ou d'autres auteurs qui vont chercher à dynamiter cette notion de personnage, ou cette catégorie dramatique du personnage. Et donc, cet aspect-là, c'est aussi quelque chose qui contribue à situer D.A. Lower dans le champ des écritures contemporaines. Elle est donc du côté des auteurs et autrices qui restent attachés à la fable et au personnage en tant que catégorie dramatique. Et en ce sens, elle peut être, par exemple, rapprochée du nouveau réalisme social, même si elle ne saurait y être cantonnée. Puisque on n'est pas avec D.A. Lower dans la fable bien construite, si on peut reprendre ce terme-là, puisque bien qu'elle aime et qu'elle reste attachée au fait de raconter des histoires, une des caractéristiques importantes de l'écriture de Lower, c'est aussi sa démarche d'hybridation justement de la forme dramatique et l'élargissement des prérogatives du personnage théâtral à l'aide de la narration, de la poésie, et de son goût aussi par touches discrètes pour le merveilleux, par exemple. Et donc, elle aime raconter des histoires, mais en fait, ce n'est pas vraiment un théâtre de fable à proprement parler, puisque ce serait plutôt un théâtre de personnages. C'est le développement du personnage, et plutôt le développement d'une constellation de personnages qui va constituer une pièce, et non pas le développement linéaire d'une intrigue qui va construire la pièce. Et en ce sens, bien sûr, elle est pleinement dans le champ des écritures contemporaines qui essayent de réenvisager, réaménager, hybrider la fable pour ceux qui ne sont pas frontalement dans une volonté de dynamitage de la forme dramatique. En ce sens, cette construction qui fonctionne beaucoup par constellation de personnages et par intrication des différents liens, le traducteur français de Lower, Laurent Mühlhausen, parle d'une dramaturgie de l'intrication. Ce sont les relations tissées, croisées entre les personnages, qui se croisent parfois de manière plus ou moins importante, plus ou moins anecdotique, qui va construire à partir d'une thématique en général qui va donner une forme de cohérence à l'ensemble, construire une forme de tout un petit peu kaléidoscopique à partir d'une multiplication des perspectives individuelles. Et ça, c'est une des caractéristiques vraiment importantes de la dramaturgie de Lower. C'est aussi donc un théâtre, elle est un peu frileuse avec cette notion de théâtre politique. C'est plutôt un théâtre de la description d'un état des choses avec ce qui est beau et ce qui est sombre. C'est beaucoup sombre, mais il y a aussi des petites étincelles de lumière. Et le regard intransigeant qu'elle pose sur les choses est toujours un regard qui est aussi empreint d'une forte empathie, et d'une empathie pour tous ces personnages. Dans Manhattan Medea, même Switch of Boss, qui pourrait être le grand méchant, en fait, a le droit aussi
à une forme d'empathie de la part de l'autrice, le fait de raconter son histoire, de mentionner qu'il n'a pas toujours été ce grand mania, fait qu'elle nous donne une petite porte d'entrée pour construire à un endroit peut-être une forme d'empathie pour ce personnage. Donc ces problématiques de la précarité matérielle qui sont très importantes à l'échelle de l'œuvre et qu'on retrouve bien sûr aussi dans Manhattan Medea, ne serait-ce que parce que Def Daisy, Médée, Jason sont très pauvres et des marginaux. Mais cette dimension de précarité matérielle est aussi associée souvent à une forme de dimension philosophique, puisque cette précarité matérielle souvent va résonner avec la question de la solitude et de la marginalisation, qui est aussi quelque chose qui est important dans Manhattan Medea. Et dans cette pièce, justement, Def Daisy est pour moi une très belle illustration, justement, de ces personnages profondément démunis, mais porteurs d'une poésie ici teintée de merveilleux et d'une dimension philosophique qui contribue aussi à l'ouverture de la pièce. Donc, autant d'un point de vue thématique que formel, l'œuvre de D.A. Lower est vraiment riche et hétéroclite. Et malheureusement, c'est une diversité qui n'est pas pleinement reflétée dans les pièces qui sont disponibles en français, en tout cas les pièces qui sont éditées, même si, comme je le disais, Laurent Mulaisen a en fait presque tout traduit. Voilà. Merci. Peut-être une petite question par rapport à cette disponibilité de son œuvre. Le texte que vous avez mentionné, le texte politique en 11 phrases, est-il disponible en français si les collègues cherchaient à le trouver? Non. Il n'est pas disponible en français. Il est édité dans le programme de salle de sa pièce Voleur en allemand. Et bon, j'en ai traduit des bouts dans ma thèse, mais il n'est pas disponible en français. Bon, alors nous ferons 100. Très bien, je vous remercie. De manière générale, je crois que les textes un peu annexes qu'elle a produits, il y a une petite interview d'elle qui a été publiée à l'occasion de la mise en scène de Michel Raskin de sa pièce Barbe Bleue au Théâtre National de Strasbourg. Donc, dans le programme de salle de la pièce Barbe Bleue au Théâtre National de Strasbourg, il y a une petite interview avec Laurent Mulaisen. Mais à ma connaissance, je crois que des textes annexes qu'elle ait produits, c'est la seule chose qui soit disponible en français. D'accord. Ça me fait penser que peut-être nous n'avons pas précisé qu'en plus de ces entretiens, nous vous ferons parvenir via Eduscol une bibliographie sur les 4 œuvres du programme et sur laquelle vous trouverez certaines des références, notamment de Youn Garneri, mais d'autres aussi sur Manhattan Medea. Un collègue demande si on trouve le texte théorique en allemand. Alors, moi, je l'ai trouvé, je pense que c'est possible de contacter le Deutsches Theater pour avoir ce programme, parce que je peux vous indiquer, c'est je vous l'écris dans le chat, c'est le programme de salle de la pièce Voleur, donc en allemand c'est Diebe. Et en plus, cette pièce Diebe, elle a été représentée en 2020, en juin 2020. Donc, c'est pas comme si c'était une dernière mise en scène qui datait de 2010. Donc, c'est relativement récent. Il est possible, à mon avis, que ce soit possible de se le faire envoyer par le Deutsches Theater. Et dans ce petit programme de salle, vous trouvez donc ce petit texte. Il ressemble à ça. Et ça fait quelques pages. Il y a aussi en allemand un échange de mails avec le dramaturge Klaus César.
de manière générale, sur des Hallowers, il y a beaucoup de choses en allemand, il y a beaucoup moins de choses en français. Merci. Alors peut-être pour continuer notre exploration de la pièce, pour revenir peut-être un peu plus proche du programme des collègues qui amène à confronter celle de Sénèque et la Manhattan Medea de D. Hallowers. Alors nous avons bien entendu que vous n'étiez pas spécialiste de Sénèque. Néanmoins, dans cette riche tradition des réécritures de Médée, quelle place particulière peut, selon vous, avoir celle de D. Hallowers? Alors, déjà, je pense qu'il faut peut-être rappeler que donc, cette pièce Manhattan Medea, qui est écrite en 1999, elle fait donc partie des pièces qui sont produites dans la première partie de la carrière d'écrivaine de théâtre de D. Hallowers, et dans cette première partie, qui irait jusqu'à 2001, avec la pièce Anna et Martha, c'est dans cette partie-là que les réécritures, de manière générale, occupent le plus de place, puisqu'elle a aussi proposé une réécriture de Barbe Bleue. Les relations de Claire sont une pièce qui reprend de nombreux motifs de la pièce de Horvat, Foi, Amour, Espérance. Et Anna et Martha est une réécriture des Bonnes de Genet. Elle n'est pas désignée comme telle, mais c'est à peu près ça. On peut même citer la pièce Adam Geist, qui est souvent présentée comme une sorte de réécriture de Wojtek. Sur cette pièce-là, Eliane Beaufils a écrit une analyse en français, qui est disponible en français, si jamais ça vous intéresse. Donc c'est dans cette partie de sa carrière que cette pièce s'inscrit. De manière assez commune, le geste de réécriture de D. Hallowers se saisit du mythe de Médée pour dire donc quelque chose du monde contemporain, c'est-à-dire donc à l'époque poser la question de la migration, de la fuite face à la guerre et des différentes formes de violence et de dénuement éprouvées lorsqu'on est un ou une étrangère pauvre dans un pays marqué par les fractures sociales. En 1999, ça fait à peine 10 ans que D. Hallowers a commencé à écrire pour le théâtre. Ça fait guère plus de temps que l'Allemagne est réunifiée et les guerres en ex-Yougoslavie sont encore en cours. Dans les premières pièces de l'autrice, justement, ces guerres de l'ex-Yougoslavie le spectre de ces guerres apparaît à plusieurs reprises dans Un autre toit, dans Adam Geist également, et encore dans Manhattan Medea. Et c'est aussi des pièces dans lesquelles la figure de l'étranger ou de l'étrangère est récurrente. C'est le cas par exemple dans L'espace d'Olga, dans Un autre toit, dans Adam Geist et encore dans Manhattan Medea. Donc il me semble que cette réécriture de Médée s'inscrit dans cette tradition de réécriture du mythe qui se saisit du personnage de Médée pour questionner la figure de l'étrangère. Et je ne peux, sur ce point, que vous renvoyer vers le travail de Magdalena Bourneau, qui a écrit beaucoup de choses sur, justement, Médée, sur les réécritures de Médée en tant que figure de l'étrangère, qui se concentre là, pour le coup, sur l'Amérique latine. Et par rapport donc à ce motif dans Manhattan Medea, la chanson de Def Daisy à la fin de la pièce d'Hallowers s'ouvre justement par ces mots « Lorsque je vins dans le pays étranger ». Donc ces personnages de Médée et de Jason, et ça c'est aussi une spécificité de la réécriture de Hallowers, ces deux personnages sont des personnages d'étrangers. Et chez D. Hallowers, Médée est étrangère presque à triple titre, puisqu'elle vient d'ailleurs, qu'elle est présente illégalement sur le sol américain, et qu'elle vit aux marges de la société comme une junkie miséreuse. La pièce s'ouvre d'ailleurs de manière significative sur une scène où Médée est à la porte, une porte gardée par le portier Velasquez, et presque toute la pièce, justement, se passera sur le seuil de la maison que Médée ne franchit jamais. Mais dont elle ne quitte non plus presque jamais les abords, à part quand elle va retrouver Def Daisy, justement. Mais comme Médée est le personnage principal, et dans la pièce de D. Hallowers, elle est présente dans toutes les scènes,
la pièce place aussi le spectateur ou la spectatrice au plus près justement de l'intimité de cette étrangère. À tel point que finalement la société new-yorkaise n'apparaît dans la pièce que à la marge. C'est vraiment la marge au centre, pour paraphraser Bell Hooks. Et donc ainsi, la réécriture de Lower appartient également, à mon avis, à la tradition des pièces qui cherchent à souligner l'humanité et la douleur de Médée, et non la monstruosité de son geste d'infanticide. La mort de l'enfant dans la scène 10 pourrait même presque passer pour un moment de tendresse. Il y est question de paix et la réplique s'achève sur « je t'aime », et le geste meurtrier survient alors que Médée serre l'enfant dans ses bras. On est donc bien loin de la mise en scène d'un geste de crime monstrueux, même si, bien sûr, la monstruosité peut aussi se loger dans la tendresse, etc., évidemment, mais on n'est pas, en tout cas, dans l'accentuation de l'horreur de ce geste. Comme le souligne aussi la metteuse en scène Sophie Loukachevski, Médée est chez Lower bien plus une femme et une amante blessée qu'une mère infanticide, et ainsi le meurtre du frère occupe finalement presque une place plus importante que celui de l'enfant, car le meurtre commis dans le bateau, un meurtre dans lequel là aussi la mort et la vie sont très étroitement liées, puisque c'est un meurtre commis pour que l'enfant puisse naître, ce meurtre du frère sur le bateau apparaît, à mon sens, comme l'acte fondateur en fait de la relation entre Médée et Jason. Et si l'amour peut être renié, en tout cas c'est ce que Jason essaye de faire, bien que même ce point-là ne soit pas certain, Médée rappelle à Jason que la culpabilité qui les lie, elle, ne peut être reniée, elle est irrévocable et elle est éternelle. Et cette question de la faute partagée me semble un motif essentiel de la proposition faite par A.D. Lower dans cette réécriture. De manière générale, la question de la faute et de la culpabilité, c'est un motif récurrent dans l'œuvre de D.A. Lower. C'est un thème qui l'intéresse tout particulièrement. Une de ses pièces qui est traduite en français s'appelle d'ailleurs « Innocence » où il n'est question que de culpabilité. Merci, Monsieur Le Garneri. Vous avez déjà anticipé une question que je souhaitais vous poser sur un sujet qui est évidemment au cœur de notre programme limitatif et du sous-ensemble dans lequel s'inscrivent les deux œuvres, l'antique et la contemporaine. C'est évidemment celle du tragique à proprement parler. Vous avez évoqué donc la culpabilité, la faute partagée. Il y a également dans le passage que vous évoquiez, c'est-à-dire la mort de l'enfant, l'évocation de la solitude, mais qui est presque abordée de manière paradoxale, puisque Médée dit je serai enfin seul avec moi-même, rien que pour moi, pour moi, pour moi. Est-ce que vous pourriez prolonger cette appréhension du tragique dans Manhattan Medea par D.A. Lower? Alors, la question du tragique, et ça va peut-être sembler paradoxal par rapport à votre objet d'étude, mais elle est, je crois, à aborder avec précaution dans le théâtre de D.A. Lower. Dans l'entretien, justement, qui est traduit en français et qu'elle accorde à Laurent Mulaisen à l'occasion de sa pièce Barbe Bleue, et qui est donc reproduit dans le programme du TNS, D.A. Lower parle, pour qualifier sa pièce Barbe Bleue, de comédie triste et de tragédie comique, et expose sa volonté, et donc là, je la cite, de provoquer une sorte de rire triste, de rire intelligent, conscient de lui-même. Cela aussi peut être cruel et destructeur, bien que cela permette de garder plus de distance. En d'autres termes, de provoquer un rire de reconnaissance et qui soit capable d'inclure cette reconnaissance dans le rire. Voilà le plus difficile. Ce but, on l'atteint plus facilement dans une pièce à structure tragique, et il y a des guillemets, parce que les attentes des spectateurs y sont bien spécifiques. Lorsqu'on ne s'attend pas à rire dans une pièce, le rire devient plus vrai. Bon, tout ceci ne parle pas en faveur de la comédie. Alors, de là à conclure que ce qui intéresse D.A. Lower dans la tragédie, c'est la qualité du rire qu'elle permet, il y a peut-être un pas qu'il ne faut pas franchir trop promptement.
Cependant, il serait ici également erroné d'associer le tragique à la notion de destin ou de fatalité. Les personnages touchés, voire accablés par la violence et le malheur sont légion. Dans le théâtre de Bela Loër, il n'y a presque que ça. Mais ce malheur est toujours le fruit des rapports sociaux de domination et des décisions des personnages qui y sont soumis, et non d'une quelconque malédiction divine ou d'un destin incontournable. Les personnages, si acculés soient-ils, restent donc responsables et comptables de leurs décisions et de leur destinée. Et si cette conception peut sembler en contradiction donc avec cette notion de réécriture d'une tragédie, etc., elle est également à l'œuvre dans Madaten Medea. Le malheur de Sweet Shop Boss, par exemple, qui va perdre sa fille à cause de Médée, peut-il totalement être décorrélé de sa responsabilité dans la pollution des abords du fleuve, puisque c'est en guise de revanche contre sa cruauté et sa mainmise sur cette partie de la ville que Def-Desi fournit gratuitement à Médée la robe empoisonnée, robe précisément empoisonnée par les produits toxiques rejetés dans le fleuve par les usines de Sweet Shop Boss. Et c'est donc ça qui causera la mort de sa fille, après avoir causé celle de nombreux marginaux par ailleurs dans la ville. Dans la scène 2 de notre pièce, celle qui oppose donc Jason à Médée, il n'est pas non plus question d'une quelconque malédiction, mais bien d'accepter, encore une fois, d'être comptable de ses choix, d'en accepter la responsabilité et d'en porter la culpabilité. Cette scène est à la fois une scène de rupture et une scène de négociation, mais c'est aussi un rappel qu'on ne peut échapper à la culpabilité, qu'aucune condition extérieure ne dispense d'être comptable de ses actes. Le fait que Jason soit lui aussi un réfugié ayant fui la guerre et qu'il ait aussi personnellement du sang sur les mains, puisqu'il a tué sa propre mère, même si dans le récit qu'il en fait, c'est elle qui lui a fait cette proposition, etc., n'empêche. Jason a tué sa propre mère, et donc ça contribue aussi, cet élément, à une sorte de rééquilibrage de la relation entre Jason et Médée, et renforce donc, à mon avis, ce motif de la culpabilité partagée. Alors, est-ce qu'on peut lire cette culpabilité partagée de Médée et Jason comme une forme de malédiction? On pourrait. C'est un peu tirer les choses, mais je fais l'exercice jusqu'au bout. Dans les scènes 2 et 8, les deux personnages évoquent d'ailleurs presque dans les mêmes termes la ressemblance entre l'enfant et le frère, qui a été assassiné pour que précisément l'enfant puisse naître, comme si cette ressemblance était à cet endroit du coup une forme de malédiction qui vient rappeler aux parents leurs gestes, qui fait vivre le frère mort dans l'enfant né de son assassinat, et tout comme le couteau qui est toujours le même et qui coupe encore, doit attester de la permanence de la culpabilité de Jason et Médée, cette sorte de continuation du frère dans l'enfant, et encore une fois, presque comme s'il était marqué lui aussi de cette culpabilité de ses parents. Mais je le redis, il faut quand même toujours aborder ces notions de destin, de fatalité, et du coup, en fait, de tragique, avec une grande prudence dans la dramaturgie de Loër. Puisque fidèle à son intérêt pour l'exploration des relations intimes et de la violence vraiment qui se noue entre les personnages et dans ces relations, la réécriture de Loër instaure plutôt, à mon avis, et c'est aussi l'avis d'ailleurs de la metteuse en scène Sophie Loukachevski, la question de l'amour entre Jason et Médée comme une question centrale dans sa mise en scène. Alors, amour sur fond de misère sociale causée notamment par la guerre et l'exil. Et cette relation amoureuse entre Jason et Médée a beau déboucher sur une tragédie, mais là plutôt peut-être dans le sens, dans l'emploi qu'on en fait dans le langage courant, et non pas dans le langage théâtral. Cette relation a beau déboucher sur une tragédie, elle n'est pas tant le résultat d'une malédiction que celui de leurs choix respectifs, certes contraints par la nécessité matérielle, par
un certain nombre de choses qui ne sont pas de leur ressort, mais qui ne sauraient pour autant ôter aux personnages leur libre arbitre face aux difficultés. Et d'ailleurs, la pièce met en scène précisément la façon dont Jason et Médée, dans des circonstances finalement relativement similaires, et si je ne me trompe pas, beaucoup plus similaires que dans la pièce de Sénèque, comment ces deux personnages, qui fuient en fait la même guerre, font des choix radicalement différents. Et donc, dans les pièces de D.A. Lower, c'est vrai dans Manhattan Medea, c'est vrai dans quasiment toutes les pièces de son œuvre, le chemin vers le bonheur est accidenté et incertain, ce n'est rien de le dire, mais le pire n'est jamais sûr. Et les personnages ne cessent jamais, complètement, de croire à la possibilité du bonheur. Et c'est aussi le cas dans Manhattan Medea, où malgré un dénuement et une grande détresse émotionnelle, Médée et Death Daisy possèdent l'une et l'autre une part de lumière et cultivent ce que j'ai envie d'appeler une forme d'espoir triste. Leur dialogue, par exemple, dans la scène 7, est un bon exemple sur ce point, puisque ce sont deux femmes qui refusent de renoncer à leur agentivité, donc à leur pouvoir d'action effectif et transformateur sur le monde, ou au moins sur leur vie, et cherchent à reprendre une forme de pouvoir sur leur destin, en modifiant les termes de son énonciation. Lorsqu'au début de la scène 8, Médée reprend à son compte les quelques phrases énoncées par Jason dans la scène 2, elle s'en sert comme d'un préambule pour donner sa propre version de ce qui s'est passé sur le bateau, dont on n'avait eu que en fait la version de Jason et de Switch Up Boss. Quand elle dit par exemple parfois je crois voir les yeux de mon frère dans les tiens, le mourant qui à l'instant de la mort prend possession de ce corps en gestation comme nouvelle demeure et comme vengeance, et là il restera à jamais entre nous deux. Et c'est quelques phrases qui avaient déjà été prononcées aussi par Jason. Sur cette question de la tragédie, il y a de nombreuses contributions, alors majoritairement en allemand, mais c'est un sujet qui a quand même été assez largement traité, notamment par la chercheuse allemande Franziska Schössler, qui a écrit 2 articles où elle compare la forme de la tragédie dans les pièces de Lohr, Sarah Kane et Anya Eiling. Il me semble que je les avais mentionnés dans la bibliographie. Toujours en allemand, il y a aussi Johanna Kararis qui s'appuie également sur l'œuvre de Lohr dans son ouvrage Mythos, Tragödie zur Aktualität und Geschichte einer theatralen Wirkungsweise, et donc sur le mythe et tragédie et sur l'actualité et l'histoire d'un fonctionnement théâtral. Et il y a aussi, cette fois plus spécifiquement sur la pièce Manhattan Medea, un article d'Inge Stephan qui s'appelle Scénario de la violence, et qui compare pour le coup l'utilisation du mythe de Médée et dans Manhattan Medea et dans M de Tabori. Et enfin, je l'ai rapidement mentionné aussi sur la question de la tragédie, mais du coup pas dans Manhattan Medea, mais plutôt dans Adam Geist. Il y a cette fois en français Eliane Beaufils qui a consacré un chapitre de son ouvrage Violence sur les scènes allemandes à la question de la tragédie dans la pièce Adam Geist. C'était sur cette question, comme il y a particulièrement il y a particulièrement de références bibliographiques, aussi pour vous dire que si vous voulez approfondir ce point-là, alors du coup plutôt en allemand, il y a aussi un certain nombre de choses. Oui, alors peut-être je les copierai à la fin, donc je peux le faire maintenant. Alors. Alors, ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas quand je fais copier-coller de mon document, mais
Peut-être que je pourrais vous les transmettre pour complément. Je pense que j'en ai Bien sûr. mentionné un certain nombre dans la bibliographie que je vous ai donnée, mais je pense aussi que j'avais réduit les références qui étaient en allemand. Mais du coup, s'il y a des collègues que ça intéresse malgré tout, je pourrais vous transmettre cette bibliographie complémentaire Et nous avec les plus de transmettrons. références en allemand. Nous les transmettrons et nous vous en remercions vivement. Alors, une question à laquelle, et j'en suis parfaitement désolée, je ne vais sans doute pas avoir le plaisir d'entendre la totalité de la réponse, mais je vais tout de même la poser et d'autres en bénéficieront. La pièce accorde une place singulière, importante au corps des personnages absents, la mère de Jason, ce frère, Claire, mais aussi au corps des personnages présents et peut-être particulièrement au corps des personnages féminins. Est-ce que cela vous paraît particulièrement significatif chez D.A. Lower? Alors oui, j'ai écrit toute ma thèse sur ce sujet, donc il y a fort à dire à mon sens. D'ailleurs, à la base, je comptais écrire ma thèse sur la représentation du corps des personnages féminins dans son œuvre, et en fait, je crois que ça ne se limite pas aux personnages féminins, et qu'il y a en fait largement à dire, peut-être autant à dire, sur le corps des personnages masculins que des personnages masculins. Peut-être que pour le coup, dans Manhattan Medea, il y a un accent particulier sur les personnages féminins, mais je crois que de manière générale, la question du corps et de la représentation du corps est absolument centrale dans l'œuvre de Delia Lower. Alors bien sûr, du coup, c'est mon entrée et ça me saute particulièrement aux yeux, mais il y a beaucoup à en dire. Il existe chez Delia Lower un rapport chirurgical au corps qui relève vraiment de la précision anatomique, chirurgicale. Les personnages se trouvent très souvent littéralement mis à nu, parfois ouverts. Dans une pièce traduite en français, par exemple, Christiane dans Barbe Bleue à la scène 11 se trouve vraiment ouverte. Enfin, en tout cas, il dit d'un amour qui lui rentrerait dans le corps, etc. Les personnages qui sont disséqués, dépecés. Dans La vie sur la place à Roosevelt, il y a toute une scène qui dure pendant 3 pages, où on nous raconte pendant 3 pages comment un personnage est littéralement mis en morceaux étape par étape. Donc vraiment, les corps des personnages sont là, évoqués en tant que corps de chair, presque viande. Et donc ce sont vraiment, les personnages sont des entités incarnées qui éprouvent douloureusement leur corps. On peut penser dans Manhattan Medea à l'entaille que Médée se fait sur la main puis sur la joue. Et qui est aussi une manière de matérialiser sur son corps la souffrance que lui inflige Jason. Et donc peut-être qu'on peut lire ça comme une stratégie pour l'empêcher d'ignorer cette souffrance, puisqu'elle se présente comme quelque chose d'incarné, de visible, de sanglant. Mais au-delà des corps qui sont malmenés sur scène, et là, pour le coup, cette scène où Médée se taille la main et le visage est aussi un exemple de ces corps malmenés sur scène, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, dans le théâtre de Delia Lower, la langue qui plonge avec une forme de délectation dans les entrailles des personnages, qui les expose à notre vue, mais aussi à notre odorat, à notre toucher, car les descriptions sont vraiment précises, imagées, parfois crues. On pense ici bien sûr aux morceaux de cervelle restés accrochés dans les cheveux de l'enfant d'Ef Daisy au moment où son père a fait exploser la cervelle de sa mère. Donc non seulement on a cette image, mais par cette précision, on a presque cette sensation de ce morceau collé dans nos propres cheveux. Et donc ces corps dans le théâtre de Lower sont vraiment des corps éloquents, des corps de chair, qui renseignent aussi sur l'origine sociale des personnages, sur leur psychologie, sur leur fonction dramaturgique,
car s'ils ont tous ces, même s'ils sont très concrets, même s'ils sont construits pour traduire l'origine sociale des personnages, etc., ce sont aussi quand même toujours des corps de théâtre. Et des corps donc, des corps en jeu, des corps fictifs, des corps que des comédiens et comédiennes doivent incarner, et des corps aussi avec lesquels le jeu est possible. Ce qui fait que dans certaines pièces de l'OR, il y a aussi parfois presque une approche ludique qui pourrait à certains égards emprunter au Grand Guignol. Alors peut-être pas tant dans Manhattan Medea, mais par exemple dans Innocence, une autre pièce qui est traduite en français, il y a ce personnage de Madame Tsuka qui s'appelle Madame Sucre et qui est diabétique et qui se fait amputer petit à petit de l'orteil, puis du pied, puis de toute la jambe, et qui ne cesse de commenter son pied qui se nécrose et qu'elle se fait amputer, etc. Où il y a toute une pièce que D.A. Lower a écrite sur des personnages amputés puis greffés des mains. Et donc le rapport au corps, même s'il a quelque chose de très concret, de très incarné, et nous renvoie aussi, nous spectateurs, à des expériences sensorielles qu'on peut faire et qu'on peut transposer à notre propre corps, pour le coup, D.A. Lower reste toujours une autrice de théâtre et a pour cela toujours en tête aussi le fait que le théâtre est un endroit de jeu dans tous les sens du terme. Pour autant, cette capacité et cette invitation au jeu n'empêche que les théâtres de D.A. Lower est empli d'une violence protéiforme qui atteint très concrètement et très directement les corps. Qu'on pense par exemple à Switch Up Boss qui a été amputé des jambes suite à un accident du travail, en fait. Mais la violence sociale transparaît aussi dans la mise en scène de corps abîmés, vieillis, malades ou marqués par la dureté de la vie. Alors, dans notre pièce, il faut rappeler que Jason et Médée sont des junkies. Et d'ailleurs, peut-être que ce n'était pas rappelé beaucoup dans les répliques pour ce qui est du personnage de Médée, mais ça peut être le rôle de la mise en scène. Mais par contre, pour ce qui est du personnage de Jason, c'est quelque chose qui est évoqué dès la première scène, dans la description que fait Velasquez, puisque Velasquez rappelle que c'est un personnage blafard, qui a des cheveux blancs alors que c'est inhabituel pour son âge, qui marche voûté, etc. Tout ça est une manière pour D.A. Lower d'inscrire dans la corporéité du personnage les épreuves qu'il a traversées. Et enfin, sur cette question du corps, je crois que D.A. Lower est une autrice qui témoigne d'un véritable plaisir à manier la langue, et donc aussi à l'occasion de récits, des comparaisons, elle va très souvent convoquer des descriptions corporelles très détaillées, parfois crues, dans la pièce Le Dernier Feu, qui est elle aussi traduite en français. J'ai essayé au maximum de tirer les exemples de pièces qui sont publiées en français. Dans cette pièce Le Dernier Feu, on a dans la scène 31 une description extrêmement minutieuse des sensations qui envahissent le personnage de Rabe sous les bandages qui recouvrent ses mains blessées. Et c'est une description de comment il imagine que des petites bêtes sont en train de manger la chair. Et c'est une description qui dure pendant 3 pages. Et ça, c'est un exemple très éloquent, mais cette tendance à développer beaucoup et de manière spécifique et dans une langue qui mobilise les 5 sens des descriptions corporelles, c'est quelque chose qui est, à mon avis, une caractéristique importante du rapport au corps dans le théâtre de D.A. Lower. Et par rapport à ça, je pense que dans Manhattan Medea, on peut justement convoquer ce petit moment où Deftesi raconte comment la cervelle de sa mère lui a giclé dessus, puisque c'est ça qui est décrit. Pour terminer mon panorama, on pourrait aussi, par rapport à la question du corps, souligner le fait qu'il y a dans le théâtre de D.A. Lower souvent une grande proximité entre corps nu et corps mort, et une forme de sexualité morbide et de sensualité du corps mort. C'est par exemple tout à fait visible dans la pièce Innocence,
notamment parce que le personnage de Franz, qui est thanatopracteur, ramène chez lui les urnes, mais aussi les cadavres que personne ne récupère, et ces cadavres finissent par prendre la place de sa femme dans le lit conjugal. Alors, par rapport à ça, je vous renvoie aussi soit à mon travail de recherche, soit à un article que j'ai écrit en anglais pour le coup, qui reprend justement cette question de la question du sexe entre désir morbide et dissection clinique. Je peux également vous donner la référence ici. Alors, et enfin, dernier élément par rapport à cette question du corps, un élément qui me semble aussi important à évoquer, c'est, et que j'ai déjà un petit peu convoqué, c'est vraiment cette question des différents sens. Donc la question de l'odorat, par exemple, est importante. Et alors dans Manhattan Medea, il n'y a pas de personnages qui sentent mauvais, alors qu'il y en a plusieurs dans différentes pièces de D.A. Lower. Mais la puanteur est quand même une question qui apparaît, puisque elle est évoquée par rapport aux tanneries de Switch of Boss. Et cette puanteur-là est donc une puanteur du cuir, qui peut rappeler aussi la description très sensorielle que fait Thomas du métier de boucher dans Les Relations de Claire, où il dit, par exemple, à propos de ce métier, « L'odeur de la viande crue, les quartiers vidés de leurs boyaux qui pendent dans les frigos, le bruit du hachoir qui sectionne les os. » Donc c'est quelque chose qu'il évoque pour dire qu'il n'en pouvait plus de ce métier. Et donc, à l'image là de la viande, dont on a l'odeur mais aussi le bruit, les corps peuvent aussi être mis en morceaux dans le théâtre de D.A. Lower, et donc Def Desi rappelle qu'un voleur sur la propriété de Switch of Boss peut facilement se retrouver les doigts brisés et les oreilles tranchées. Donc le bruit, l'odeur, le toucher, tous les sens sont mobilisés, et ça contribue donc vraiment à produire chez les spectateurs et les spectatrices une réception incarnée qui convoque aussi une mémoire sensorielle personnelle. Et donc une réception incarnée qui va, à mon avis, au-delà de toute réception incarnée de théâtre. Il y a une autre, dans la pièce L'espace d'Olga, D.A. Lower décrit par le menu tous les bruits que fait une articulation quand elle rompt sous la torsion. Moi, ça me fait grincer des dents de lire cette description, et c'est ça l'effet recherché. D'ailleurs, dans la description de la puanteur des tanneries de Switch of Boss, Def Desi est aussi très spécifique. Elle dit, alors si je retrouve la citation, elle dit « Quiconque porte un vêtement sorti de cette mixture, c'est un bouillon si corrosif que rien qu'en le respirant, il te bouffe le nez. » Là aussi, on est dans quelque chose de très concret. Voilà par rapport à ce que j'aurais à dire sur cette question du corps, qui est du coup assez protéiforme dans l'œuvre de D.A. Lower, et dont on retrouve, à mon avis, plusieurs éléments dans la pièce Manhattan Medea. Merci beaucoup pour cette réponse très riche. Le corps au théâtre, c'est bien évidemment aussi le corps dans un costume. Et il y a là un sujet tout particulièrement important pour ce qui concerne nos deux œuvres en confrontation, puisque c'est bien la tunique qui va tuer Créus chez Sénèque. Donc, y a-t-il un rôle tout particulier du costume, et on le voit aussi par certains personnages du travestissement chez D.A. Lower? Alors oui, là pour le coup, alors que j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit c'est très présent dans D.A. Lower et un peu moins dans Manhattan Medea, là je crois que c'est peut-être un peu l'inverse, même si c'est quand même une thématique qu'on retrouve aussi dans un certain nombre d'autres pièces. Mais effectivement, c'est un thème qui est important dans cette pièce Manhattan Medea.
Alors, parce que c'est elle qui fournit à Médée la robe empoisonnée, même si, en fait, vous le notez, Médée sait exactement ce qu'elle veut et où Def-Désir peut le trouver. C'est elle qui désigne à Def-Désir où elle peut prendre la robe. Donc, Et elle dit d'ailleurs qu'elle veut quelque chose qui ressemble à une seconde peau, hein, si j'ai bon souvenir. C'est-à-dire que c'est oui, un costume quasiment justement, qui est un costume. j'allais y venir. Pour moi, ça, c'est ce qui fait que Def-Désir peut être considéré un peu comme la part magique de Médée. Ce qui est intéressant à souligner justement, c'est que la distinction entre le vêtement et le corps est sans cesse mise à mal, justement, avec cette question de la seconde peau. Def-Désir parle bien de vêtements, donc elle dit par exemple quiconque porte un vêtement sorti de cette mixture, mais Médée s'y réfère comme à une peau. Elle dit, vous l'aviez noté, elle doit être moulante, une seconde peau du cou jusqu'à la cheville et au poignet, et plus loin, elle dit encore plus directement, la peau doit être mortelle, en parlant de la robe. Alors certes, cette robe doit être récupérée dans les déchets des tanneries de Sweet Shop Boss, et c'est donc une robe de cuir, donc de peau, mais ce glissement du vêtement à la peau ne me semble quand même pas du tout anodin, notamment parce qu'il redouble le glissement qu'on avait déjà souligné dans les métaphores qu'utilise Def-Désir pour parler de ses parents. Puisque donc Def-Désir d'abord désigne ses parents en désignant uniquement ce qu'ils portent, et en même temps, on a cette formulation, la veste a éclaté la cervelle de la jupe. Par définition, une jupe n'a pas de cervelle, et donc là, on voit comment le vêtement et l'individu fusionnent, comme si le vêtement pouvait être sanglant. Et d'ailleurs, justement, la robe est rouge. Rouge pour un deuil, dit d'abord Def-Désir. Rouge pour des noces, répond Médée, mais rouge sang aussi, bien sûr. Et justement, cette robe a baigné dans un bouillon si corrosif que rien qu'en le respirant, il te bouffe le nez. Et donc, l'image renvoie aussi, à mon sens, à ces représentations d'écorchés ou de grands brûlés, dont la peau est non seulement à nu, mais à vif. Et par rapport à cette question de la frontière ténue, voire perméable entre la peau et le vêtement, ou entre le corps et le vêtement, il me semble il est intéressant de voir que donc Def-Désir est une drag queen, ce qui veut donc dire qu'elle travestit son genre grâce à ses vêtements, mais elle assimile ses parents à leurs vêtements. Et dans la même réplique, elle évoque la difficulté à apprendre à marcher avec des chaussures à talons, un accessoire qui est genré par excellence. Et donc, certes, Def-Désir souligne l'apprentissage douloureux qu'implique de marcher avec des chaussures à talons, et désignant donc par extension l'expression de genre comme un élément inné, une caractéristique acquis et non pas inné. Elle le dit, ce n'est pas dans les gènes. Mais alors, que penser de ce que sa performance vestimentaire dit de son identité, alors que ses parents, justement, ne sont évoqués que par le biais de leurs habits? Les parents peuvent-ils être réduits à ce qu'ils portent, et les vêtements de Def-Désir être limités à de l'apparat ou à une performance? Sur ce point, D.A. ne donne aucune réponse univoque. Et ça fait partie de la richesse, à mon sens, de son écriture. Elle ouvre des pistes, elle pose des questions auxquelles elle ne répond pas, mais il me semble que justement l'enchaînement de ces deux évocations dans une même réplique qui est relativement courte, elle fait quelques lignes, dans la confrontation de deux logiques qui ont l'air inverses, invite justement à se poser des questions. Merci beaucoup. Je fais un petit pas de côté du vêtement, du travestissement, disons à tous les aspects visibles du théâtre et de la dramaturgie, pour confronter là encore les œuvres et tout particulièrement les effets théâtraux, aussi ce que je pourrais appeler, disons, la mécanée. Chez Sénèque, dans la Médée de Sénèque, la fin est tout particulièrement saisissante.
si du moins on la lit au sens littéral, à voir ensuite comment on peut la mettre en scène, mais du moins on pourrait envisager la fin chez Sénèque comme, elle-même le dit du reste, hein, un départ avec sa nourrice sur son char, une sorte d'envol ou quasiment d'apothéose étrange dans un ciel qui serait, selon Jason, désormais totalement dépourvu de Dieu. Est-ce qu'il y a de tels, d'après ce que vous disiez, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais est-ce qu'il y a des effets théâtraux de cette envergure chez des Hallowers? Est-ce qu'il y a un travail, disons, sur la mécanique? Alors, pas tellement, et en même temps, peut-être qu'on n'est pas exactement dans le même registre, mais Oui, cette scène de fin de la Médée de Déhallower, ça nous demande quand même de transformer un tableau en un autre et de faire arriver sur scène une torche vivante. Donc, c'est quand même un endroit où Déhallower, justement, met potentiellement le théâtre en difficulté et oblige les metteurs ou metteuses en scène à trouver des solutions de théâtre pour représenter ça. Alors c'est peut-être une manière, une transposition poétique du spectaculaire de la mécanée à la fin de la pièce de Sénèque, mais en l'occurrence, on n'est pas au cinéma. Et la scène 10, telle qu'elle est écrite par des Hallowers, elle pose des problèmes de représentation et elle oblige le théâtre à. C'est en ce sens que des Hallowers dit qu'elle écrit contre le théâtre. Elle assume d'écrire des textes qui posent des problèmes au théâtre. d'accord. On a déjà évoqué quelque peu cet aspect et cette figure, celle de l'étrangère dans le mythe de Médée. Et c'est déjà évidemment très, très puissant chez Sénèque. Vous avez abordé ce point en évoquant notamment le fait que Médée était triplement étrangère aux États-Unis. Pourquoi un tel choix, selon vous, chez des Hallowers? C'est parce que vous le disiez, c'est un théâtre justement de la confrontation, du mélange des mondes et du caractère, la recherche, disons, de la puissance de la marginalité, c'est ça? Oui, alors de manière générale, il y a beaucoup de personnages de marginaux dans les pièces de D. Halloway. Sa pièce La vie sur la Praça Roosevelt, par exemple, est une pièce qui est centrée sur la Praça Roosevelt à Sao Paulo et ne s'y croise quasiment que des personnages de marginaux. Donc il est clair que D. Halloway a un intérêt pour ce type de personnage, a aussi, je crois, beaucoup d'empathie, un rapport douloureux et empathique au monde, à toutes les personnes qui l'entourent et qu'elle rencontre à différents moments de sa vie. Je pense que c'est aussi à cet endroit que le théâtre de Halloway est politique. Alors, ça n'est certainement pas et jamais un théâtre manifeste. Ça n'est jamais non plus un théâtre à thèse, mais c'est un théâtre justement qui cherche à montrer la violence du monde, la manière dont le réel et les sociétés écrasent les individus, ce qui n'implique pas, comme je l'ai dit, de déresponsabiliser les individus, mais c'est à cet endroit que son théâtre est politique, montrer les différentes manières dont le monde, la société, exerce sa violence sur les individus. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette, dans cette, dans cette réécriture, Jason est presque au même titre en fait que Médée, étranger, sur le sol américain, ce qui n'est pas exactement le cas quand même quand Jason est grec, sur un sol grec, et que Médée est barbare. Finalement, dans cette réécriture, Médée et Jason sont barbares, si on reprend cette distinction, puisque en fait ils viennent d'une même région, pareillement ravagée par la guerre, et finalement Médée a suivi Jason, mais il est évoqué que Jason est arrivé parmi les premiers
de ceux qui fuyaient la guerre dans le village de Médée, et donc tout porte à croire qu'à un moment ou à un autre, la guerre serait arrivée dans le village de Médée comme elle est arrivée dans le village de Jason. Ce qui, vraiment, par rapport à ce statut de l'étranger, crée quelque chose d'assez différent, je crois, par rapport à ce qui existe dans d'autres traditions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une dernière question avant que je ne cède la parole aux collègues en ligne. À la énième relecture de cette pièce, j'étais surpris d'un point de vue poétique de ce que je pourrais appeler une sorte de, je sais pas comment dire, une sorte de style atonal chez D.A. Lower. Notamment, j'étais surpris par le fait que quasiment toutes ces interrogatives devenaient des assertives. On n'avait quasiment pas d'exclamatives. C'est-à-dire qu'on avait un propos qui semblait, sinon atone, du moins, qui voyait sa puissance d'expression très réduite. Est-ce que c'est régulier chez D.A. Lower? Et comment l'interprétez-vous tout particulièrement dans cette pièce, Manhattan Medea? Alors, il faut savoir que, notamment dans les premières pièces de D.A. Lower, il n'y a pas de ponctuation du tout. D'accord. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal, notamment dans le texte du personnage nous dans Le Dernier Feu. Et alors, je suis pas sûre que ce soit pour dans l'optique de créer quelque chose d'atonal, mais plutôt dans un travail sur le rythme. Puisque il y a aussi dans les pièces de D.A. Lower, et peut-être pas trop dans Manhattan Medea, mais dans beaucoup de ses pièces ultérieures, énormément de retours à la ligne. Parmi les pièces qui sont traduites en français, vous pouvez vraiment consulter par exemple Le Dernier Feu, où c'est très manifeste, beaucoup de retours à la ligne, très souvent très peu de ponctuation, et un passage qui est très fluide entre le dialogique et le narratif, entre le je et le il, et du coup aussi, comme il n'y a pas de ponctuation, des ruptures entre les phrases qui restent floues. Surtout que les retours à la ligne ne se font pas forcément par rapport à des groupes de sens, ni par rapport à des groupes grammaticaux, et donc c'est purement des questions de rythme. Et très souvent, au contraire, les retours à la ligne travaillent à cultiver la surprise ou l'incertitude. Avec en plus la structure particulière de l'allemand qui va pouvoir mettre le verbe à la fin ou différer l'expression de la négation ou des choses comme ça. Et au contraire, c'est plutôt un travail de l'écriture qui est construit pour créer parfois du suspense en nous faisant croire que le personnage dit quelque chose et en fait, suite de la phrase, après le passage à la ligne, la négation intervient et donc le personnage dit l'inverse de ce qu'on a pensé pendant une seconde qu'il disait. Et ça fonctionne beaucoup comme ça. Ou alors par des groupes de mots qui, parce qu'il n'y a pas de ponctuation, pourraient, en théorie, être rattachés soit à la phrase d'avant, soit à la phrase d'après, ce qui ouvre aussi des espaces d'interprétation qui sont de l'ordre de la mise en scène. D.A. Lower dit il faut bien qu'il reste quelque chose à faire au metteur en scène. Je ne fais pas tout. Donc voilà. Et donc ce que vous lisez peut-être comme quelque chose d'un peu atone, je crois que c'est aussi du travail de rythmique. Et là, c'est sûr que le passage d'une langue à l'autre, malgré la qualité du travail de Laurent Mulaisen, est toujours aussi une forme de transposition et j'invite les collègues qui savent lire l'allemand à voir à consulter ce que ça donne en allemand. Mais vraiment sur cette question du travail de la structure de la phrase pour induire une certaine rythmique, je pense que la pièce, parmi celles qui sont traduites en français, la pièce Le Dernier Feu est très utile à lire.
Bien noté. Grand merci pour cette réponse très, très riche. Euh, je cède la parole aux collègues en ligne. Vous avez toute possibilité pour vous signaler et ouvrir votre micro si vous avez des questions à poser à Monsieur Le Garnéry. Madame Laurens, je vous en prie. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Moi, j'ai été frappée. Alors, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. J'ai été frappée par le motif de la vérité et de la recherche de la vérité par Médée, parce que je me suis beaucoup interrogée sur le début où elle demande si c'est du velours véritable, de l'or véritable pour la maison de Sweat Shop Boss. Après, quand elle dit qu'elle cherche la vérité avec Jason, qu'elle veut connaître la vérité de son sentiment. Ensuite, avec le fait qu'elle répète qu'elle a toujours cherché la vérité. Et à ce thème de la vérité répond aussi Sweatshop Boss, je crois. Alors, j'ai plus la citation exacte. Mais il lui dit aussi que ce qu'il importe, enfin de mémoire, ce qu'il importe, c'est la vérité. C'est ça qui rend les gens cruels envers eux-mêmes et envers les autres. Voilà, et du coup, je savais pas bien quoi faire avec ce thème de la vérité qui revient à plusieurs reprises. Alors, je veux bien avoir des éclaircissements sur cette question. Alors justement, je crois que chaque personnage a sa vérité et qu'il n'y a pas la vérité dans le théâtre de Déaloër et que Déaloër elle-même ne prétend pas, ne veut surtout pas connaître la vérité, mais qu'au contraire, elle travaille à la multiplication des perspectives pour qu'il y ait des vérités et que chaque personnage finalement ait le droit à sa vérité. Et donc, je le disais de manière générale, ces pièces sont très souvent construites à partir de constellations de personnages qui vont avoir différents points de vue, qui vont avoir différents avis, différentes perspectives pour aborder un thème un petit peu chapeau qui va donner une cohérence thématique à la pièce. Et si on prend plus particulièrement la pièce Manhattan Medea, en fait, tous les personnages ont leur vérité. Et d'ailleurs, par exemple, il y a au moins 2 ou 3 descriptions de Jason, plus la manière dont on fait apparaître Jason sur scène, qui est par rapport au choix du metteur en scène ou de la metteuse en scène, une autre forme de description du personnage. Il y a au moins 2 ou 3 versions. Il y a au moins 2 versions de ce qui s'est passé sur le bateau. En fait, justement, à l'échelle rien que de cette pièce, Déaloir multiplie les versions d'un même événement. Ce qui est donc une manière. Les personnages ont beau être obsédés par la vérité. En fait, Déaloir, en donnant à chacun et chacune l'occasion de donner sa version de la vérité, démontre que la vérité, c'est toujours très relatif, finalement. Et que c'est aussi une manière. Enfin, pour moi, c'est aussi à cet endroit qu'il y a une vraie ouverture des pièces, et de cette pièce-là aussi. C'est que chaque spectateur ou spectatrice, en fonction de divers critères, va pouvoir. Alors, bien sûr, la présentation n'est pas complètement neutre. On va avoir plutôt tendance à avoir de l'empathie pour Médée que pour Switch of Boss, mais n'empêche, on a une forme de liberté pour attribuer à tel ou tel personnage notre empathie. D'ailleurs, les différentes empathies ne sont pas exclusives entre elles, et à nous, face à différentes versions, que Déaloir ne tranche pas vraiment, en fait, de choisir quelle version on a envie de croire. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vraie version, c'est la version que nous avons envie de croire.
Merci, mais est-ce que vous pensez pas qu'on peut voir dans cette recherche de la vérité un peu absolue de Médée un vecteur du tragique? Qu'en fait, elle veut tellement obtenir la vérité, elle veut rétablir cette vérité, et à la fin, j'ai presque l'impression qu'elle tue l'enfant. Enfin, quand elle tue l'enfant, elle dit enfin, je vais être seule avec moi-même, parce qu'en fait, il n'y a qu'avec soi-même qu'on peut trouver enfin, on croit que sa vérité est la seule valable, en tout cas, qu'il n'y a plus d'autres versions qui peut exister? Ben, c'est une interprétation possible. Mais en fait, par exemple, en même temps, dans sa recherche de la vérité et dans la scène face à Jajon, effectivement, il lui dit je ne t'ai jamais dit je t'aime, mais en fait, à demi-mot, on a l'impression qu'il lui avoue qu'en fait, il l'aime encore, même si effectivement, il ne donne pas les mots je t'aime. Donc, est-ce que à cet endroit-là, son opiniâtreté à faire dire des choses à Jason ne trouve pas une forme de réalisation. Je crois vraiment que, mais surtout que pour le coup, ça sur le plan, sur un plan plus général, cette, cette ouverture des pièces, cette ouverture à différentes interprétations possibles, c'est quelque chose qui est cher à des Halloween. Et du coup, peut-être que oui, cette obsession de m'aider pour la vérité participe du tragique ou de, de l'impasse dans laquelle elle se trouve. C'est bien sûr une interprétation qui est possible, mais je crois que ce serait un peu contraire à la démarche de Déaloir de vouloir dire c'est ça. Et que il y a plusieurs choses qui sont possibles. Et que les personnages, en fait, que le destin des personnages aussi, même à la fin de la pièce, n'est pas scellé. En fait, la fin de la pièce n'est pas un coup près. Pour aucun des personnages d'ailleurs. Il y a une continuation possible pour les personnages, bon, à part pour l'enfant, et pour Claire, mais à la fin de la pièce, il y a une continuation possible pour les personnages qui sont encore en vie. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Déalore dans sa conception de sa dramaturgie et dans le type de réception qu'elle veut produire avec son écriture. Merci. La réplique de Sweet Shop Boss que vous évoquiez, Madame Laurin, c'est celle de la page 101, hein, je crois. Disons, ce qui m'importe, c'est la douleur de la vérité qui rend cruelle, avant tout envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et juste quelques lignes plus bas, il dit quelque chose pourrait arriver à ma fille. Ce qui fait que finalement, la vérité qu'il évoque n'a d'intérêt pour lui qu'à partir du moment où elle devient tout à fait subjective et qu'elle est occasion de danger pour ses proches. Elle est très loin d'être absolue d'une certaine manière. Et je rejoins là, en effet, le propos de Monsieur Le Garnery. Et c'est une vérité qui est désignée comme dangereuse. Oui, tout à fait. Bah, c'est la vérité de l'abandon, en fait. C'est ce qu'il redoute, c'est cette confrontation à la vérité de l'abandon chez Médée. Et oui, je crois que cette volonté, cette recherche d'une forme de vérité qui serait absolue ou définitive, c'est quelque chose qui est toujours dangereux, qui est toujours dénoncé dans le théâtre de l'horreur. Et qu'elle travaille à rendre impossible, en fait. Merci beaucoup. Chers collègues, avez-vous d'autres questions? Oui, Madame Béguin-Parisi. Oui, donc c'est dans les pièces antiques, le chœur a une très grande importance et il est important dans la pièce de Sénèque. Donc évidemment, il n'y a pas de chœur à proprement dit dans la pièce de Dea Loer. Enfin, ma question, elle porte sur les personnages, le choix des personnages et qu'est-ce qu'il en est de ce chœur antique. Est-ce qu'il y a quelque chose du chœur antique dans le choix des personnages par Dea Loer? Ben, je crois que si on considère
corrigez-moi si je me trompe, mais que le chœur correspond à une forme de médiation avec le spectateur. Les personnages de Velasquez et de Def Desi peuvent, dans une certaine mesure, reprendre en partie ces rôles, puisque Velasquez est un personnage de témoin et d'observateur de l'action, qui n'y participe presque pas et à la rigueur qui va faciliter même le meurtre de l'enfant. Et en plus, cette posture de témoin qui est redoublée par son activité de peintre, qui en fait du coup l'observateur par excellence. Et donc, il est finalement, Velasquez est une forme de double du spectateur à son endroit. Et Def Desi, à un autre endroit, peut aussi être considérée, à mon avis, comme une forme de double du spectateur, même si elle est peut-être un peu, enfin, même si elle est plus active, elle prend plus part à l'action. Elle peut aussi apparaître comme une forme d'ordonnatrice du spectacle, dont Médée serait peut-être la metteuse en scène. Et d'ailleurs, c'est à cette condition qu'elle donne la robe. Elle dit que ce soit une tragédie ou une comédie, peu importe, je veux que ce soit un véritable spectacle. Et donc, je crois que ces deux personnages, à leur endroit spécifique chacun, peuvent apparaître plus ou moins comme des doubles des spectateurs et spectatrices, et donc reprendre au moins en partie ces fonctions du chœur dans la pièce antique. D'un point de vue dramatique, je me demandais également si alors, je qualifierais ça, si je puis dire, de chant du faucon qu'on retrouve à la fois page 94 et page 105, par deux fois donc prononcé par Médée, pouvait, dans certaines mises en scène, être chanté. Il y avait quelque chose de... Enfin, je m'interrogeais sur ce point. Est-ce que vous avez eu Oui. l'occasion de voir des représentations où c'était chanté? Alors malheureusement, je n'ai pas vu de représentation de Manhattan Medea. Mais c'est vrai que ce motif du faucon, c'est quelque chose d'important. C'est aussi quelque chose qui relie la pièce à la Macédoine. Donc il y a cette chanson de la fin de Def Desi dont il est indiqué que l'original est une chanson macédonienne. Et cette chanson du faucon, je l'évoquais à la fin de l'interview écrite. C'est un motif qui revient aussi dans la pièce Un autre toit. Et dans l'épilogue de cette chanson-là, il y a à nouveau, l'épilogue s'appelle Le rêve du faucon, et le faucon s'envole en chantant Liberté, liberté. Et donc, oui, je pense que donc, par le pont qui se fait entre ces deux pièces, qui est, en tout cas, moi, par rapport à Des Hallower, je suis à peu près sûr que ce motif du faucon renvoie justement à la Macédoine et à donc l'origine macédonienne de Médée et Jason. Et oui, le fait que ce soit chanté, c'est tout à fait envisageable, c'est même peut-être probable. En tout cas, c'est aussi une forme une manière de relier à quelque chose qui soit aussi mythologique, une autre mythologie, la mythologie macédonienne. Et dans ces pièces, Des Hallower, alors c'est pas du tout systématique, mais ça lui arrive, notamment quand elle écrit des pièces qui se jouent dans d'autres espaces que l'Allemagne, ou à peu près les pays occidentaux germanophones, de convoquer des musiques. Par exemple, la pièce qui se passe à Sao Paulo, elle donne des références de musique, et ça fait le lien peut-être avec cette question de l'intertextualité et de Des Hallower, artiste, autrice cultivée dans tous les arts. La référence à des tableaux ou des œuvres picturales est très importante dans les œuvres de Des Hallower, et importante aussi, elle le dit, dans son processus de création et d'écriture. Le fait d'associer aussi parfois des musiques ou des thèmes musicaux
a des personnages ou des choses comme ça fait partie aussi de la construction de son univers, qui est un univers ouvert sur les différents arts. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions, chers collègues? Je vois Madame Laurin, je vois également, alors pardon, je ne sais pas, je n'ai pas le nom, Monsieur ou Madame Charbonnier-Lanté. Madame Laurin, à vous, si vous le souhaitez. Alors à nouveau, désolée, d'intervenir, mais moi j'ai été assez désarçonnée justement par, par ces invocations de Médée, pour Jason avec le faucon, le lys dans le bec, qui vole au-dessus de la neige et du coup, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus, si ça fait référence à quelque chose de précis, dans la mythologie macédonienne, enfin notamment alors le faucon, je crois, que vous y avez en partie répondu et aussi dans le document de travail, mais alors le lys, la neige rouge, enfin bon, voilà, je suis un petit peu perdue avec, avec ce passage. Alors pour le coup, je ne suis pas spécialiste de la mythologie macédonienne, donc les éléments que je peux vous donner, c'est par rapport à cette figure du faucon dans le théâtre de Déalower. Mais pour ce qui est de la mythologie macédonienne, je ne suis pas plus expert que vous. Merci. Bah, peut-être que ça fait allusion à la colchide, au Caucase, et puis aux plantes dont Médée est spécialiste, non? Oui, Ouais, c'est mais tout le à fait lys? possible. Je reprends cette scène de la fin avec le faucon. Oui, ça s'appelle le rêve du faucon, et c'est une sorte, presque une réécriture en tout cas, on a des échos à cette figure de Prométhée enchaîné, et en même temps, à la fin, il se libère, s'envole, et il est sauvé par le faucon qui étend ses ailes sur le vent, et voilà. On a potentiellement, en tout cas, deux symboles de pureté, hein, avec la neige et le lys. Donc, à voir s'il y a aussi ce. Enfin, je ne sais pas comment l'interpréter ensuite, mais. Mais d'ailleurs, oui, je peux pas être, enfin, je sais pas plus que ça. Madame ou monsieur, je vous prie de m'excuser pour cette incertitude. Charbonnier-Lantin, je vous en prie. On ne vous entend pas. Peut-être y a-t-il d'autres questions? Le temps que Madame ou Monsieur Charbonnier-Lantin résolve ce problème. Madame Mounsi, je vous en prie. On ne vous entend pas non plus. Je crois que votre micro n'est pas activé. Ou alors vous rencontrez un problème d'audio. Ah, d'accord. N'hésitez pas par passer par le chat, hein, si vous le souhaitez. En La attendant, je peux question? essayer de vous redonner mes
Une question sur la magie. Vous avez parlé du personnage de Dave Daisy. Cette question est-elle importante pour D.A. Lower, enfin, cette figure de la magicienne, de la sorcière? Alors, elle apparaît de manière marginale, mais il y a plusieurs personnages dans ces pièces qui ont quelque chose de l'ordre du merveilleux. Et assez souvent, ce sont des personnages dont l'identité de genre est ambiguë. Il y a par exemple aussi une voyante dans la pièce qui s'appelle Une pièce d'escroc, qui elle aussi a quelque chose de l'ordre du merveilleux et dont le genre là aussi est ambigu. Je crois aussi que Dave Daisy, au-delà de la part de magie, enfin, qu'elle pourrait représenter, la part de magicienne de magie qu'elle pourrait représenter, c'est aussi vraiment un personnage assez philosophique, qui est poétique, qui invite, et d'ailleurs elle le fait très explicitement avec Médée, à décaler son regard, à étendre ou à modifier nos modes de perception du monde. Elle est sourde, mais c'est la musicienne, c'est elle qui chante, et paradoxalement, elle n'a pas développé d'autres sens pour compenser sa surdité, mais au contraire, c'est comme si elle avait développé une acuité toute particulière de l'ouïe en étant capable d'entendre la mélodie du silence. Et assez souvent, lorsqu'il y a un peu de merveilleux ou de magie dans les pièces de D.A. Lower, c'est très souvent à la fois un personnage avec une forte dimension philosophique, un personnage souvent un peu queer ou à l'identité de genre un peu trouble, et donc avec cette histoire aussi de magie, parfois aussi avec le personnage d'Absolu, alors qui n'est pas vraiment magique, mais qui est quand même aussi très une dimension philosophique, qui est un personnage de jeune fille aveugle, et qui là encore est un personnage qui s'appelle Absolu parce que ses parents étaient aussi aveugles et trouvaient qu'ils vivaient dans un monde parfait, et donc espéraient qu'elle était aveugle pour qu'elle soit aussi parfaite qu'eux. Et c'est un personnage qui invite à changer la manière de voir le monde et de percevoir aussi les choses. Et je crois que ces différents éléments sont importants dans l'œuvre de D.A. Lower. La magie apparaît vraiment par petites touches, mais c'est aussi pour elle une manière, je crois, d'empêcher que sa dramaturgie soit enfermée dans le réalisme social et d'empêcher une représentation trop réaliste de ces pièces. C'est sa manière de dire ça n'est pas du réalisme, ça n'est pas que du réalisme social, ça parle des difficultés, de la violence du monde, du social, de plein de choses, mais on ne peut pas le monter comme voilà, ce qu'elle avait appelé du reportage social. Madame Mounsi souhaitait poser donc une question sur le récit du bateau en scène 8, avec ce sentiment qu'elle a éprouvé à la lecture, qu'au-delà de l'effet de rythme, il y avait une incertitude quant aux différents locuteurs, au passage de parole d'un interlocuteur à l'autre, et qu'il y avait là peut-être une signification à creuser. Il est vrai qu'à la mise en scène, c'est peut-être ça peut donner lieu à pas mal de choses, ce récit. Page 108-109 de l'édition de l'Arche. Oui, et en fait, alors, par définition, la mise en scène va trancher. Ce que le texte laisse ouvert, la mise en scène va être obligée de le trancher. Mais bien sûr, ça participe de cet intérêt, et en fait, D.A. Lower travaille énormément là-dessus. Je le disais, le passage du dialogique au narratif, le passage du jeu au il, où le personnage, quasiment parfois dans la même réplique, est en train d'être dans une scène de dialogue, et en fait, sans transition, se met à parler de lui-même à la troisième personne du singulier et au passé.
Et ça, c'est une souplesse et une flexibilité que permet le théâtre parce que c'est un art de la convention. Et que, en fait, les spectateurs, nous spectateurs, on est très malléables dans notre manière d'intégrer les conventions. Et en un claquement de doigts au théâtre, on est capable de se dire « Ah oui, ça a changé », ce qui est, à mon avis, quand même moins facile peut-être au cinéma, ou en tout cas moins habituel, et des Hallowers exploitent à fond cette possibilité-là. Ce qui constitue aussi, à mon sens, ce qui fait que les pièces de des Hallowers sont difficiles à bien mettre en scène, c'est qu'elles sont très narratives, les personnages passent leur temps à raconter ce qu'ils font. Donc, si sur la scène, on représente ce que les personnages sont en train de raconter qu'ils font, c'est très ennuyeux. Et ça, c'est un gros défi des textes, presque tous les textes de D. Hallowers à la mise en scène. Et justement, ce récit de Médée, qui est un peu un monologue, mais en fait pas vraiment, la question de qu'est-ce qui se passe sur la scène pendant cette scène. Est-ce que Jason est là? Est-ce que d'abord Médée est toute seule? Est-ce que c'est une forme de monologue et Jason rentre après? Est-ce qu'il y a une forme de représentation de ce que raconte Médée? Qu'est-ce qui se passe sur la scène pendant ce moment? C'est une question essentielle et c'est une question qui n'est pas du tout tranchée et qui est de l'ordre vraiment des choix de mise en scène et des défis de mise en scène, je crois. Mais ce qui est souple et imprécis dans le texte va par définition être tranché par la mise en scène, puisque on fait ou pas le choix de faire une pause à tel endroit, de s'adresser à tel personnage dans la transposition sur la scène. Monsieur Husson a posé, je crois, une question à laquelle nous avons auparavant répondu sur l'absence de points d'interrogation dans les questions. Et Monsieur Le Guerneri voyait surtout un travail, donc si je synthétise très brièvement votre réponse, Monsieur Le Guerneri, un travail de la rythmique, hein, et parfois d'ailleurs aussi d'une forme d'ambiguïté, mais tout particulièrement de la rythmique. Oui, et peut-être qu'il faut préciser aussi qu'en allemand, en fait, le verbe n'est plus situé au même endroit quand c'est une interrogative, et donc peut-être que le flou est un peu différent. Enfin, en tout cas, les enjeux sont peut-être pas exactement les mêmes. Alors, j'ai pas repris les comparatifs entre les traductions, etc. Mais juste pour donner une précision par rapport à la structure allemande de la phrase, globalement, dans une phrase déclarative en allemand, le verbe est en deuxième position, et dans une interrogation, le verbe est en première position. Donc, à cet endroit-là, dans la structure de la phrase allemande, il y a aussi des choses qui sont parfois pas si ambiguës. D'accord. Madame Charbonnier-Lantin avait une autre question donc, sur l'influence éventuelle d'autres mythes gréco-romains dans la première partie de l'œuvre de D. Hallowers. Je ne crois pas. Alors, non, je crois pas. Je vais reprendre l'ordre des différentes pièces, mais il me semble que non. Non, pas spécialement. Puisque il y a une pièce qui s'appelle Léviathan, mais qui en fait reprend l'histoire de la faction armée rouge. Et il n'y a pas spécialement d'autres. Enfin, je suis pas spécialiste de l'Antiquité, donc il est possible qu'il y en ait que j'ai pas repéré, mais en tout cas, il n'y en a pas d'évident. D'accord, merci. Madame Danjou vous interroge sur l'importance du silence et de la durée dans la pièce en faisant référence donc à de nombreuses didascalies qui parsèment le texte. Comment les interpréter? C'est sûr que c'est un enjeu important et des Hallowers dans la continuation à cet endroit du drame social et du nouveau drame social. Enfin, Horvath, c'est ça. C'est
démasquer l'inconscient. Et donc, la question du non-dit est une question absolument essentielle. Alors que les personnages ne font que parler et ne font que se raconter, la question du non-dit est un enjeu absolument central dans la dramaturgie de Lohr de manière générale. Et donc, tout est question de qu'est-ce qu'on met dans ces temps. Et ces temps sont aussi, je crois, l'endroit du jeu et l'endroit du théâtre. Mais bien sûr, l'endroit du non-dit, et l'endroit pour jouer ce qui n'est pas dit, en fait. Mais oui, bien sûr, ces didascalies et ces temps et ces silences sont très significatifs et à prendre en compte dans l'analyse. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Je crois que nous avons atteint le temps limite de notre réunion et je ne voudrais pas abuser de votre temps de mercredi après-midi. Je ne crois pas. Il nous reste à vous remercier très sincèrement, Monsieur Le Guarneri, pour la richesse de ces échanges qui prolongent donc l'entretien écrit que nous avions déjà eu avec vous et donc que nous allons essayer de diffuser le plus possible auprès des collègues et dont nous allons essayer de hâter la diffusion sur la page LCA d'EduScol. Encore un très, très grand merci à vous. Je crois que les collègues se joignent à mes remerciements pour nous avoir aidé à y voir beaucoup plus clair dans cette pièce, sur ses thématiques profondes, sur son écriture, sur sa profondeur dans l'œuvre de D.A. Lohr. Grand merci et merci à vous toutes et vous tous pour ces échanges. Au revoir. Merci.